Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Tout de suite, les titres sommaires de ce journal. 40 lauréats du prix Alassane Ouattara 2019 du jeune entrepreneur émergent, récompensés ce lundi par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Des chèques de 500 000 à 5 millions de francs CFA ont été remis à ces jeunes, un total de 200 millions de francs CFA pour soutenir la réalisation de leurs projets. Et les populations de Grand Bassam, prêtes à célébrer le Nouvel An, elles ont reçu du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly des kits alimentaires et un soutien financier. Une action sociale qui apporte du réconfort à ces populations qui ont subi de graves inondations lors des dernières fortes pluies en octobre dernier. Et le Ghana annonce son soutien dans l'adoption de l'éco, la nouvelle monnaie censée remplacer le franc CFA à partir de l'an 2020. Une déclaration officielle à travers laquelle le Ghana a souhaité marquer son engagement à la mise en place d'une union monétaire, mais aussi au programme plus large de l'intégration ouest-africaine. Bienvenue dans ce 23h. Les ambitions de la jeunesse ivoirienne soutenues par le gouvernement. Ce lundi, 40 jeunes jugés meilleurs entrepreneurs ivoiriens de l'année ont été distingués. Ils ont reçu le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Ce concours qui, depuis 6 ans maintenant, sélectionne les meilleurs projets de divers domaines d'activité. Et tout comme en 2018, cette année, le gouvernement remet le couvert. Les 40 lauréats ont reçu un appui financier de 200 millions de francs CFA au total. Une cérémonie de récompense à laquelle participait le vice-président Daniel Kablan-Duncan et on en parle avec Lanciné Bakayoko. Pour ce 6e concours Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, 776 projets ont été analysés par le jury. Au finish, seulement 40 projets ont été retenus et les lauréats, 20 hommes et 20 femmes, empochent chacun 5 millions de francs CFA. Le district autonome d'Abidjan a fait sa part en organisant ce concours. Il appartient maintenant à nous les lauréats de faire bon usage de ce financement et de travailler dur afin que les générations futures puissent elles aussi bénéficier de cette ferme volonté des autorités politiques de nous accompagner. Le district d'Abidjan est déterminé à poursuivre son assistance à sa jeunesse, la Côte d'Ivoire de demain, encouragé en cela par son bilan plutôt élogieux. Depuis 2014, nous avons au total 220 lauréats. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que ces jeunes, par le nombre d'entreprises qu'ils ont créées, ont pu générer près de 600 emplois directs. Et leur chiffre d'affaires avoisine les 3 milliards de francs CFA. Cette initiative qui crée de l'espoir au moment où les jeunes sont tentés par le rêve d'aventure, combien périleuse sur la Méditerranée, est en parfaite synergie avec l'action du gouvernement. Vu le succès de ce programme en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes, dès l'année prochaine, le ministère viendra en appui à cette initiative en doublant le montant prévu pour récompenser ces jeunes. Donc le district intervient à hauteur de 200 millions de francs CFA. Dès l'année 2020, le ministère de l'Emploi jeune interviendra aussi à hauteur de 200 millions de francs CFA, ce qui va porter donc à 400 millions l'enveloppe du prix donc, du jeune entrepreneur ivoirien. Cette volonté politique n'a qu'un seul but, promouvoir la culture entrepreneuriale et le goût du travail en vue de résoudre l'importante problématique de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. La vision de notre pays à plus long terme, telle qu'elle résulte l'étude nationale prospective 2040, est de parvenir à des transformations structurelles, économiques et sociales pour faire de la Côte d'Ivoire une puissance industrielle unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde. À travers la récompense des meilleurs projets portés par des jeunes sélectionnés dans l'ensemble du district autonome d'Abidjan, ce prix donne à de nombreux jeunes la possibilité de réaliser leurs rêves ou leur ambition d'entrepreneur. De 2014 à 2019, ce sont plus de 1,2 milliard de francs CFA qui ont ainsi été distribués aux jeunes entrepreneurs émergents. Intéressons-nous à la révolution monétaire dans la sous-région. Le Ghana s'engage officiellement dans le processus de la réforme de la monnaie de l'UEMOA, le deuxième plus important PIB d'Afrique de l'Ouest. Dans une déclaration publiée le week-end dernier, il dit être prêt à rejoindre les 8 pays de l'UEMOA dans l'utilisation prochaine de l'éco, la future monnaie de la région. L'essence de l'engagement du Ghana vous est citée dans cet élément de Cheikh Koné.
Le gouvernement du Ghana a pris note de la récente déclaration faite le samedi 21 décembre 2019 par le président de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, sur la décision prise par les 8 États membres ouest-africains de l'UEMOA de cesser l'utilisation du franc CFA en faveur de la nouvelle monnaie commune proposée par la CEDEAO, l'OCE, à partir de 2020. Il s'agit d'une décision bienvenue que le Ghana applaudit chaleureusement. C'est un bon témoignage de l'importance qui est attachée non seulement à la mise en place d'une union monétaire, mais aussi au programme plus large de l'intégration ouest-africaine. Au Ghana, nous sommes déterminés à faire tout ce qui est à notre pouvoir pour nous permettre de rejoindre les États membres de l'UEMOA bientôt dans l'utilisation de l'éco, car selon nous, cela contribuera à éliminer les barrières commerciales et monétaires, à réduire les coûts de transaction, à stimuler l'activité économique et élever le niveau de vie de nos populations. Le Ghana exhorte les autres États membres de la CEDEAO à œuvrer rapidement à la mise en œuvre des décisions des autorités de la CEDEAO, notamment en adoptant un régime de taux d'échange flexible, en instituant un système fédéral pour la Banque centrale de la CEDEAO et d'autres critères de convergence convenus, afin de nous permettre d'atteindre les objectifs monétaires de la CEDEAO dans les meilleurs délais pour tous les États membres. Nous avons une occasion historique de créer une nouvelle réalité pour les peuples de la CEDEAO, une réalité de prospérité générale et de progrès. Alors, saisissons-la. Et ce passage du franc CFA à l'éco, nous en parlons. Le ministre ivoirien de l'économie et des finances était à ce propos sur le plateau du 20h. Il a exprimé l'avis du gouvernement ivoirien suite à la déclaration du Ghana quant à cette adoption. Et le ministre Adama Coulibaly a aussi évoqué les grands axes de la réforme monétaire, suivant l'intégralité de son intervention. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Alors, dites-nous tout de suite que vous inspire la déclaration des autorités ghanéennes. Mais la déclaration des autorités ghanéennes illustre le bien fondé de la réforme entamée par les autorités de l'UEMOA. Et le Ghana et ses autorités s'engagent effectivement à rejoindre les pays de l'UEMOA pour mettre en œuvre cette réforme, notamment l'utilisation de l'éco comme monnaie de l'espace UEMOA et ensuite l'espace CEDEAO. La déclaration revient sur les effets positifs de cette réforme. Vous l'avez mentionné, il s'agit d'éliminer les barrières commerciales et monétaires. Il s'agit également de réduire les coûts de transaction. Il s'agit de redynamiser en fait les économies de la sous-région et, in fine, d'améliorer les conditions de vie et les qualités de vie des populations de l'espace. Je dois vous rappeler également que bien avant le Ghana, c'est le Fonds monétaire international qui a fait une déclaration de soutien en insistant sur des effets positifs également, notamment en termes de stabilité macroéconomique et monétaire, mais aussi en termes de dynamisme économique. Et ce sont donc les principaux changements de la réforme, les principaux changements. Est-ce que vous pouvez nous les résumer de cette réforme? Écoutez, la réforme repose sur 3 changements majeurs. Le premier changement, c'est le nom. Le nom de la monnaie qui passe de CFA à ECO, ça c'est le premier changement. Le deuxième changement, c'est l'arrêt de la centralisation des réserves de change au niveau du Trésor français. Et le troisième changement, c'est le retrait de la France dans les organes de gouvernance de la BCEAO. Je voudrais vous rappeler que jusqu'à maintenant, la Banque ouest-africaine de développement, je dirais la BCEAO, pas la Banque ouest-africaine, la BCEAO était obligée de centraliser 50% de ses réserves au Trésor français. Et avec la réforme, cette obligation n'existe plus. Donc la BCEAO sera libre désormais de gérer ses avoirs et de placer ses avoirs dans les actifs de son choix et en fonction justement des rémunérations qui seront proposées par ces différents actifs. Jusqu'à maintenant également, il y a que la France était présente, en tout cas dans les principaux organes de gouvernance de la Banque centrale, en l'occurrence le conseil d'administration, le comité de politique monétaire et la commission bancaire. Avec la réforme, la France
n'aura plus de représentants dans ces différents organes. Mais il est bien aussi de dire qu'au-delà de ces organes de gouvernance, il y avait aussi il y a encore deux autres organes décisionnels qui sont d'un côté la conférence des chefs d'État de l'UEMOA et de l'autre le Conseil des ministres des Finances de l'UEMOA. La France n'a jamais été présente dans ces deux organes de décision. Donc, il était important de le rappeler. D'accord. Alors, à quel horizon, c'est la dernière question, la monnaie éco remplacera-t-elle le franc CFA? La réforme pourrait démarrer dès 2020. Comme cela a été annoncé par les chefs d'État lors du sommet qui a été organisé en juin 2019. Mais pour aller à ce niveau-là, il y a des étapes encore à franchir. Parmi ces étapes, il y a le respect des critères de convergence par chacun des États. À ce sujet, en juin 2020, il y aura une évaluation qui sera faite pour voir ceux des États qui rempliront les critères de convergence pour pouvoir rejoindre effectivement la monnaie éco. Mais je dois préciser aussi à ce niveau qu'il y a quand même un temps qui peut s'écouler entre l'adoption et la mise en œuvre effective de la réforme en termes de circulation de monnaie. Je voudrais rassurer en tout cas les populations et les opérateurs économiques sur le fait que les dispositions actuelles n'affectent en rien l'usage quotidien qui est fait du CFA. Il ne s'agit pas d'une dévaluation, pas du tout. Pas du tout, il ne s'agit pas d'une dévaluation. Comparaison n'est pas raison, mais je voudrais vous rappeler également qu'au niveau de l'Union européenne, la décision qui a été prise pour que les pays rejoignent la monnaie euro a été prise en janvier 1999. Et les premières monnaies en termes de billets, en termes de monnaie, pièces, ont commencé à circuler simplement en janvier 2002. Mais comparaison n'est pas raison, mais ça vous dit simplement qu'il y a un délai qui peut s'écouler entre l'adoption de la réforme et effectivement la circulation des billets. Donc les populations n'ont pas à s'inquiéter, elles peuvent continuer d'utiliser quotidiennement le franc CFA. C'était là l'intervention du ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, qui s'exprimait sur la réforme de la monnaie, précisément le passage du franc CFA à l'éco. En cette période de fête de fin d'année, les populations de Grand Bassam sont tout sourire. Elles viennent de recevoir du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly des kits alimentaires et un soutien financier. 200 kits alimentaires et 6 millions de francs CFA ont été distribués. Jean-Marc Djadji. La délégation ministérielle remet au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly 2000 kits alimentaires et 6 millions de francs CFA aux populations de Grand Bassam. Par ces dons, le Premier ministre apporte un soutien matériel et financier à ces populations en cette période de fête de fin d'année. On tient à dire merci au Premier ministre. C'est pour une première fois dans l'histoire Grand Bassam en fin d'année de recevoir des kits alimentaires. Vraiment, population de Bassam, on est très content de recevoir ces kits. Le Premier ministre est un véritable père de nouvelles pour les Bassamois. À chaque événement malheureux ou heureux, il vient soulager les populations. Et nous sommes très contents du don et nous remercions du fond du cœur le Premier ministre et le Président de la République. La délégation ministérielle, conduite par le ministre Kobena Kwasi Adjoumani et Mariatou Kone, réitère le soutien du président Alassane Ouattara aux défavorisés. Vous savez, il n'y a pas longtemps, nous étions ici au nom du Premier ministre pour soutenir les familles qui étaient meurtries par tout ce qui s'est passé, le sinistre dû au fait des eaux de pluie. Aujourd'hui, ce n'est plus du sinistre, c'est la fête. Et le Premier ministre entend parler son cœur en faisant des dons. Et nous sommes heureux et fiers d'y avoir participé, Madame la ministre et moi. Ces dons en vivres et non-vivres sont destinés aux associations et communautés de la localité. L'action du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Grand Bassam s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations en Côte d'Ivoire. Et les fêtes de fin d'année 2019 sont préparées différemment d'un endroit à un autre. Par exemple, à San Pedro, tout commence par une opération de salubrité. La campagne « J'aime ma ville, je l'assainis », une toilette complète de la ville que nous rapporte Kolo Coulibaly.
Pour cette dernière opération de salubrité de l'année 2019, les autorités municipales de San Pedro, avec à leur tête le maire aidé de quelques agents municipaux, ont pris d'assaut différentes artères de la ville, comme ici à un carrefour du quartier Bardo. Nous approchons donc l'année nouvelle et nous sommes donc en train de nettoyer la ville à tout endroit. Il faut pouvoir donc être dans un environnement sain pour mieux fêter. Les rues sont balayées un peu partout et les caniveaux curés pour permettre l'évacuation des eaux usées bloquées par des déchets solides comme ces plastiques. Les riverains, eux, ne se sentent pas concernés par l'assainissement de leur propre cadre de vie. Ils sont plutôt des spectateurs. Le Rwanda a réussi parce qu'il y avait la police derrière. C'est dommage. Nous avons pris un an pour sensibiliser. Maintenant, nous allons donc passer à la phase de répression et la répression donnera son résultat. On a un canal qui a été totalement occupé par les populations qui ont construit dans le canal, empêchant les eaux de couler en saison de pluie et créant donc des sinistres. Donc nous avons donné donc des instructions pour que ce canal soit ouvert totalement. Malheureusement, certaines maisons vont partir, mais bon, on n'a pas le choix. L'assainissement de la ville de San Pedro dans le cadre de l'opération J'aime ma ville, je l'assainis va s'intensifier en 2020 à travers l'ouverture de voies et de canals pour donner à cette ville portuaire fière allure. À présent, cette information importante, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le mercredi 1er janvier 2020 est déclaré férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Une bonne nouvelle pour les militaires, ils pourront, après leur départ à la retraite, mener des activités génératrices de revenus, une reconversion après bons et loyaux services rendus à la nation dans l'armée. Une convention a été signée dans ce cadre et déjà plus de 1500 personnes sont intéressées par ce projet que finance l'Agence française de développement Kolo Coulibaly. Cette signature de convention marque le début d'une phase importante de la loi de programmation militaire. La reconversion des corps habillés qui partent à la retraite normale ou anticipée. Un projet qui voit le jour grâce à l'Agence française de développement à travers le contrat de désendettement et de développement. Selon le lieutenant-colonel Danho Eric, responsable du bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires, déjà plus de 1500 inscrits, les premiers reconvertis seront en activité à partir de mars 2020. Les partenaires techniques et financiers sont aussi à la tâche. Ce rôle d'appui qui se matérialise concrètement aujourd'hui, avec la signature des différentes conventions de partenariat, doit être le point de départ d'une coopération fructueuse et pleine de promesses. C'est ensemble que nous allons relever ce grand défi d'un retour réussi à la vie civile des militaires. Nous allons aussi vous accompagner dans l'élaboration des projets de formation, des projets d'insertion, mais aussi effectivement des formations en entrepreneuriat. C'est un projet important pour la Côte d'Ivoire, une composante essentielle dans le développement du pays. C'est pourquoi le ministre d'État, ministre de la Défense, a dit sa détermination à veiller au succès de cette mission. Le président Alassane Ouattara a insisté pour que nous puissions protéger les militaires, que nous puissions protéger les hommes et les femmes qui ont servi sous le drapeau et qui ont protégé chacun de nous. Leur tâche est pénible, elle est difficile, elle est risquée. Et donc, c'est une responsabilité nationale que de veiller qu'à la fin de ce service-là, nous puissions les aider à une bonne reconversion. Mener les activités de son choix une fois à la retraite, les pays développés accordent une place de choix à cette reconversion des militaires. La Côte d'Ivoire s'y met, offrant ainsi une autre vie à ses corps habillés. Parlons de politique à présent. Le groupe des parlementaires du RHDP se prononce sur la situation socio-politique, notamment en ce qui concerne l'affaire qui engage l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Le groupement parlementaire condamne toute manœuvre antidémocratique qui porte atteinte à la cohésion sociale nationale. Une déclaration que je vous invite à suivre dans ce prochain élément. Notant avec satisfaction que depuis l'avènement du président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, le pays connaît des succès économiques et diplomatiques tangibles, ainsi que la paix retrouvée. Le groupe parlementaire RHDP au Sénat s'indigne de l'attitude de l'ex-président de l'Assemblée nationale,
à vouloir réveiller les vieux démons, condamne avec fermeté ces manœuvres subversives et antidémocratiques susceptibles de porter atteinte à la sécurité, la paix et la cohésion nationale. Apporte son soutien indéfectible au président de la République de Côte d'Ivoire dans sa politique de construction d'une nation de paix, belle et réconciliée. Exhorte tous les acteurs politiques à la retenue afin que notre pays poursuive sa marche vers son développement radieux. Soutient fortement l'engagement du chef de l'État pour l'organisation d'élections démocratiques, inclusives et paisibles en 2020. Lui demande avec insistance de protéger la Côte d'Ivoire avec fermeté. Le groupe parlementaire RHDP au Sénat demeure saisi et ne saurait accepter la remise en cause des acquis importants de notre pays sous la conduite éclairée du président Alassane Ouattara. Et sur la même affaire, le directoire du RHDP face à la situation rassure le corps diplomatique en Côte d'Ivoire. Les responsables du parti ont échangé avec les ambassadeurs et les chefs de mission diplomatique en Côte d'Ivoire. La rencontre a eu lieu vendredi dernier. Le directoire du RHDP y a fait le point sur le mandat d'arrêt lancé contre l'ancien président de l'Assemblée nationale. On voit tout cela avec Sidonie Davila. Détournement de deniers publics, découverte d'armes, retour manqué de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Ce qui fait l'actualité du moment fait l'objet d'une rencontre d'échange entre la direction du RHDP et le corps diplomatique en Côte d'Ivoire. Nous avons eu l'opportunité donc de partager avec eux cette grave situation que nous vivons depuis le 23 décembre dernier. Fort heureusement, l'efficacité de l'action gouvernementale, l'anticipation en matière donc de sécurité a payé, et nous avons vu également comment le gouvernement a réussi donc à rassurer les Ivoiriens et à permettre aux Ivoiriens de passer une fête de Noël dans d'excellentes conditions et dire que cette situation sera maintenue. Il était important donc que nous puissions aujourd'hui même rencontrer les ambassadeurs, les chefs de mission accrédités en Côte d'Ivoire pour partager avec eux les informations en notre possession, mais surtout pour les rassurer. Depuis quelques mois, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix multiplie les échanges dans le cadre de cette plateforme d'information et de partage dans un but bien précis. L'objectif est de faire en sorte que le processus électoral en cours soit vécu dans la transparence, que ce processus soit un processus ouvert et avec comme acteurs majeurs observateurs les ambassadeurs. Et nous voulons leur permettre de jouer pleinement leur rôle. Initiative positive selon les ambassadeurs et les chefs de mission diplomatique. Ce temps de partage leur a permis de poser leurs différentes préoccupations. Cette initiative prise par le RHDP est une excellente initiative, je trouve, parce que ça permet d'abord d'avoir l'information de sa source et ensuite d'échanger sur l'avenir, sur les échéances futures électorales et autres. Ça fait partie des usages à la fois gouvernementaux et diplomatiques d'entretenir une transparence, une communication officielle avec les représentants des pays frères et amis. Nous nous félicitons de cette initiative qui est très positive, qui permet de dissiper des malentendus. J'aimerais féliciter le directeur du RHDP d'avoir convié les ambassadeurs, dont moi-même, à participer à cette conférence, cette discussion, qui nous a permis d'avoir un certain nombre d'éléments d'information importants sur les derniers événements qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire et nous rasséréner quant à l'avenir de ce beau pays dans lequel nous travaillons tous. À l'issue de cette rencontre, la directrice exécutive adjointe chargée des relations extérieures, Anne Ouloto, a lancé un appel aux hommes politiques. Tout est mis en œuvre pour que les Ivoiriens vaquent tranquillement à leurs occupations. Tout est mis en œuvre pour apporter des réponses aux préoccupations des Ivoiriens. On peut faire de la politique sans avoir recours aux armes. Donc nous ne voulons plus d'armes en Côte d'Ivoire. Et nous voulons demander donc à tous ces hommes politiques qui rêvent encore de coups d'État, qui rêvent
d'utiliser des armes pour s'imposer par tous les moyens au pouvoir, nous leur disons que ce temps est révolu. Après le corps diplomatique, la direction du RHDP entend se rapprocher également des populations pour réitérer la vision du parti, une vision de paix et de développement. Cette situation fait l'actualité et donc le Congrès panafricain pour le renouveau s'est aussi prononcé sur cette situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Le mouvement souhaite que le gouvernement ivoirien mette tout en œuvre pour assurer la paix dans le pays. Ahmed Traoré. Suite aux derniers événements enregistrés en Côte d'Ivoire, le CPR, à savoir Congrès panafricain pour le renouveau, monte au créneau et fait la déclaration suivante. Nous comprenons mieux pourquoi M. Soro affirmait avec certitude et confiance que ce n'est pas cette CEI qui organiserait les élections de 2020 et que cette CEI va brûler le pays. Le CPR exhorte les autorités judiciaires à faire toute la lumière sur cette affaire en recherchant et en poursuivant tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin à ce projet funeste. Le CPR ne comprend pas que de telles activités tendant à perturber la cohésion sociale soient encore dans les pratiques de certains acteurs politiques. Au regard de cette tentative de déstabilisation, le CPR, le Renouveau démocratique, condamne avec force cette énième manœuvre orchestrée par M. Soro Kibafori Guillaume, qui visiblement et malheureusement n'a pas renoncé à la prise du pouvoir par les armes. Nous saluons la vigilance et la réaction adaptée et mesurée des autorités, avec à leur tête le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui œuvrent pour la paix et la tranquillité des Ivoiriens qui ne souhaitent que vivre en toute quiétude. Le CPR exhorte le gouvernement à prendre des mesures afin d'offrir aux Ivoiriens des fêtes de fin d'année dans la quiétude. Et après toutes ces initiatives, le secrétariat aux droits de l'homme sensibilise sur la cohésion sociale, dont le maintien dépend aussi des organisations de la société civile, dont les acteurs ont été rencontrés par Aimé Zébéiou, la secrétaire chargée des droits de l'homme. La rencontre est rapportée par Abdoulaye Koné. Le phénomène des congés scolaires anticipés, la couverture maladie universelle, le déguerpissement de l'espace public à Abidjan et le droit des populations, enfin l'affaire Guillaume Soro. Face à la secrétaire d'État aux droits de l'homme, les organisations de la société civile n'ont pas mâché leurs mots. Mieux, elles ont obtenu des réponses à leurs préoccupations. Madame la secrétaire nous a exhorté à œuvrer dans le sens de l'apaisement et de travailler correctement. Nous sommes aux aguets sur les violations des droits humains. Avant de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, il est bon d'aller aux informations. Et avec les bonnes informations, nous pouvons informer la jeunesse, nous pouvons informer nos adhérents. La secrétaire d'État aux droits de l'homme a de son côté invité les OSC à apaiser la population, à faire des plaidoyers et des recommandations pour la bonne marche de la société. Ils ont la liberté d'avoir des opinions, mais cette liberté-là, c'est bien qu'ils aient à l'information pour pouvoir divulguer des informations vraies et crédibles. Et nous leur avons notifié que nous sommes dans un état de droit. Il faut consolider les droits de l'État. Et le président de la République a dit « nul n'est au-dessus de la loi ». Et c'est vrai qu'il y a des immunités, mais il y a quand même des exceptions à ces immunités. Il doit faire en sorte qu'il y ait un appel à l'apaisement. À l'issue de la rencontre, les acteurs de la société civile se disent prêts à œuvrer au retour du dialogue entre toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire. Selon eux, il s'agira avant tout d'aboutir à une cohésion sociale solide et durable, par-delà un processus inclusif, transparent et apaisé en 2020.
Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi en cette période de fête. Je vous invite à la prudence sur les routes et avec toute l'équipe de production, je vous souhaite un excellent passage en 2020 dans la paix. Bonsoir à vous.